Le principe anthropique, c'est une super belle discussion. En fait, c'est un sujet qui est millénaire. Dans le fond, de façon générale, le principe anthropique, c'est la vieille question du lien entre l'être humain, l'humanité, la vie et le cosmos, la place de l'être humain dans le cosmos, mais posée, cette fois-ci, sur la toile de fond de la cosmologie contemporaine, donc le scénario du Big Bang, de l'évolution cosmique. Ça crée un débat, faut bien le dire, qui est un peu à la jonction de la science, de la philosophie, et même un peu de la théologie aussi dans certains cercles, parce que ça réactive une vieille question de savoir, est-ce qu'il y a un but dans l'univers? Donc ça, c'est une autre vieille question aussi. Est-ce qu'il y a de la finalité dans la nature? D'un point de vue scientifique, il n'y a pas de finalité dans la nature. Ça fait partie de la définition même de la science moderne, de fait de dire qu'on n'explique pas les phénomènes de la nature par un but, mais par des causes antérieures, mécaniques et tout ça. Donc, c'est un sujet qui est super fascinant parce que c'est la grande question. On est 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui suspendus au milieu des étoiles sur une petite planète bleue, puis quand on lève les yeux au ciel, puis on regarde tout ça, on s'est toujours posé la question de c'est quoi notre place là-dedans, pourquoi on est là, tout ça. Donc c'est une question fascinante et qui reste toujours d'actualité aujourd'hui. Lien entre principe anthropique, science et foi. D'abord, le principe anthropique, ce n'est pas une preuve quelconque de quoi que ce soit. Plutôt, ça nous pointe qu'il y a quelque chose qui a favorisé l'émergence de l'humain dans le cosmos, l'émergence de la conscience qui fait qu'on peut parler ensemble puis réfléchir. D'emblée, on pourrait dire que les chances qu'on existait par le hasard sont tellement petites que ça défie l'imaginaire. Les scientifiques ont fait certaines expériences. Ils ont pris des méga-calculateurs, des gros ordinateurs très puissants, et puis là-dedans, ils ont envoyé toutes les données qu'ils peuvent, selon les observations, tout ce qu'ils peuvent, pour créer la recette d'univers qui reproduit un peu notre histoire. Ils y sont parvenus. Ils se sont demandé, si on change un petit peu un paramètre ou l'autre, qu'est-ce qui arrive? Bien, ce qui arrive, c'est que la matière ne se forme pas. On a l'absence de la vie, des univers stériles. Il y a seulement quelques paramètres très précis qui peuvent favoriser l'avènement d'un univers fertile. Donc, on parle des paramètres physiques fondamentaux de l'univers, de certains ajustements de ces paramètres-là. Alors, quels sont-ils? On peut donner quelques exemples. On va parler des lois de la physique en général. On va parler de la valeur de certaines constantes fondamentales, la masse des particules, la vitesse de la lumière. Un exemple bien concret, si on prend la vitesse d'expansion de l'univers, par exemple. Donc, on se rend compte que si l'expansion de l'univers, à l'origine, avait été un peu moins rapide, bien rapidement, en fait, l'univers se serait replié sur lui-même. Il y a eu ce que certains appellent un big crunch, donc l'expansion aurait ralenti, se serait inversée et tout à coup l'univers se serait replié sur lui-même sans que les étoiles aient eu le temps de vivre, sans que les éléments chimiques aient pu créer, que la vie apparaisse. D'un autre côté, si la vitesse d'expansion avait été un peu plus rapide, eh bien ça donnerait un univers qui se serait dilaté tellement rapidement que la gravité n'aurait pas eu de prise pour contracter les masses galactiques ou les nuages de gaz en étoiles. Donc, les éléments chimiques nécessaires à la vie, encore une fois, n'auraient jamais pu être créés. Donc ça, c'est un exemple. On en connaît d'autres aussi. Par exemple, l'intensité de la force gravitationnelle. Donc, si la force de gravitation avait été plus intense, bien là, elle aurait été tellement efficace que la plupart des étoiles se seraient transformées en trous noirs rapidement et n'auraient pas eu le temps de générer la grande diversité des atomes nécessaires à la vie, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. Donc, même chose pour la force électromagnétique. Si elle avait été un peu plus forte, un peu plus faible, beaucoup des molécules qu'on connaît organiques n'auraient pas pu exister non plus. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui font en sorte que la vie telle qu'on la connaît semble très sensible à la valeur de ces paramètres physiques fondamentaux-là de l'univers. On va essayer de comprendre au moins un peu la précision dont il est question ici. Je vais vous donner un exemple. On dit que, par exemple, la vitesse d'expansion initiale de l'univers est du chiffre 1 suivi de 60 zéros. C'est immense, ça n'a pas de bon sens. On trouve que c'est gros, mais on ne comprend pas c'est quoi 60 zéros. Je vais essayer de l'illustrer d'une manière un peu plus claire. Ici, j'ai un petit caillou. On va dire ce caillou-là, il y a 1 cm3. Dans ce centimètre-cube-là, je mets des grains de sable fins, très fins. 1 million de grains de sable dans ce centimètre cube.
Bien, je me suis amusé à calculer il y a combien de grains de sable, non pas dans une plage ou un désert avec ses dunes, mais imaginons que la planète entière, océan, continent, montagne, c'est une sphère de sable. 1 million par centimètre cube, on arrive à un chiffre de 1 suivi de 33 zéros. On est terriblement loin du 60 zéros. Quels sont les bénéfices pour les êtres humains d'observer le cosmos? Je pense qu'il y en a beaucoup. On pourrait en parler longtemps. Moi, c'est sûr que c'est le mot émerveillement qui me vient à l'esprit le premier, parce que le ciel étoilé, c'est notre fenêtre sur l'univers, sur la réalité, sur ce monde mystérieux qui nous a mis au monde d'une certaine façon. Et surtout à l'époque à laquelle on vit, où la déconnexion des êtres humains avec la nature, que ce soit au niveau terrestre, mais au niveau cosmique aussi, est de plus en plus grande, je pense qu'il y a un bénéfice au sens où ça nous donne une perspective, hein, c'est le grand classique. Ça nous donne une perspective sur nous-mêmes, ça nous donne une certaine modestie aussi sur le mystère du monde. Ça relativise d'un point de vue psychologique, je pense, des fois nos problèmes un peu, en tout cas moi je faisais ça, aller se balader sur les étoiles, tout à coup nos problèmes peuvent sembler moins gros à l'échelle de l'univers. Dans toute la question, la réflexion qui gravite autour du principe anthropique, je serais porté aussi à dire que d'une certaine façon, de faire la réflexion est aussi important, sinon peut-être même plus important que d'avoir les réponses. Il y a déjà un ancien philosophe qui disait peu importe que l'on n'entende pas mes réponses pourvu que l'on entende mes questions. Je le vois un peu comme ça aussi, parce que juste de prendre le temps, quelques heures dans sa vie, de réfléchir au miracle puis au mystère de la présence de la vie dans l'univers, peu importe les réponses qu'on y donne, qui peuvent être personnelles, je pense que c'est quelque chose qui est important de faire dans notre court séjour en ce monde. La science, c'est bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. La science répond au comment des choses, mais pas au pourquoi. La question du sens lui échappe. Qui je suis, d'où je viens, où je vais. La question du pourquoi des choses. Par exemple, la science va nous dire comment fabriquer une bombe ou faire un clonage, mais elle ne nous dira jamais quand on l'utilise. On a besoin de discerner. On a la notion du bien et du mal, la conscience qui nous fait faire des actions ou ne pas les faire. On a besoin de philosophie, de théologie, de morale, d'éthique. Sur toutes ces questions, la science, elle ne nous dit rien. Elle est silencieuse. Ce n'est pas dans son champ d'action. Elle est une manière importante d'aborder le monde. Mais ce n'est pas un tout, c'est une manière parmi d'autres. Hubert Reeves, lui, va dire « J'ai appris beaucoup de choses des étoiles, mais ça ne m'a pas donné le sens. »